Cette semaine, à TVL Info, Québec octroie 5,4 millions de dollars pour la réfection du quai. La MRC veut mieux accueillir les nouveaux arrivants. Le Boréal Lopette revient pour une 19e édition. La Ville de Forestville peut enfin dire mission accomplie. Le montage financier pour la réfection de son quai municipal est complété. Le ministère des Transports du Québec a confirmé son aide financière de 5,4 millions de dollars au projet. C'est fort important comme avancement de ce grand dossier, selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, qui en a fait l'annonce lors de la séance du conseil municipal du 14 février, qualifiant ce soutien financier de bonne nouvelle. Forestville pourrait d'ailleurs accueillir la ministre des Transports Geneviève Guilbeault au cours des prochaines semaines pour annoncer officiellement la conclusion de ce projet de longue haleine. Les élus n'ont pas attendu le passage de la ministre avant de dévoiler l'octroi du financement pour que l'entrepreneur puisse commencer les travaux. Notons que la Ville de Forestville avait déjà été en appel d'offres pour la réfection du quai phase 1 et c'est RG Saint-Laurent de Bécomo qui s'est avéré le plus bas soumissionnaire conforme. L'entreprise débutera les travaux la semaine prochaine si la température est propice et ceux-ci se poursuivront jusqu'en juillet. Au cours de la semaine en cours, va mobiliser de la machinerie et des équipements. Ils vont devoir, on les autorise à passer par la première avenue. C'est absolument nécessaire puisque la route maritime est encore très enneigée. Donc, pour apporter ces équipements, il va passer par la première avenue pour se transporter. Et il devrait, si la température est de notre côté, etc., débuter dès la semaine prochaine les travaux de réfection majeurs du quai. Qui vont nécessiter que nous sécurisions un accès, évidemment, pour qu'ils puissent travailler aisément. Donc, ils vont avoir un accès limité et sécurisé. Et débuter ces travaux qui vont durer jusqu'au mois de juillet. Les élus ont autorisé la signature de la convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable de façon unanime. Le projet de réfection du quai a également obtenu un soutien financier de 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral. Rappelons que depuis le début du projet, les coûts de la réfection ont augmenté passant de 6 millions à 11 millions de dollars en raison du prix de l'acier notamment. La réfection du quai comporte la construction d'un mur rideau attaché à de nouveaux blocs d'ancrage, la réfection du tablier et le recouvrement en gravier d'une portion de l'infrastructure. Élus et acteurs des secteurs économiques, communautaires et institutionnels de la Haute-Côte-Nord se sont rassemblés le 8 février pour une première consultation servant à l'élaboration d'un plan d'action pour mieux accueillir les nouveaux arrivants dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. L'objectif de la journée de travail était de réaliser un diagnostic partagé sur la situation actuelle en matière d'accueil des nouveaux arrivants sur le territoire, selon l'agente aux communications de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Marie-Lise Bouchard. Les participants ont pu s'inspirer des ateliers participatifs réalisés par la coopérative Niska, réseauter et partager leurs idées. Les enjeux du territoire ont été discutés grâce aux ateliers effectués auprès des partenaires clés. Des priorités ont été identifiées, principalement pour l'accompagnement des nouveaux arrivants, favoriser la rétention des jeunes et offrir un milieu de vie sain et sécuritaire afin de répondre à la pénurie de main-d'œuvre ainsi qu'au vieillissement de la population. Le plan d'action de la démarche sera déposé à l'automne 2023 et mis en œuvre pour les 3 prochaines années. Le programme d'appui aux collectivités est un programme du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui soutient financièrement et par de l'accompagnement l'élaboration et la mise en œuvre de moyens pour rendre les collectivités plus favorables à l'accueil et à la rétention des personnes immigrantes. La Côte-Nord est la seule région du Québec à n'avoir signalé aucun donneur potentiel pour une greffe en 2022. Qui plus est, il s'agit d'une année record de référence pour un don d'organes à l'échelle provinciale avec une hausse de 130 %. L'aide médicale à mourir en est en grande partie responsable. Un donneur potentiel, c'est très rare. Ça peut se faire sur une personne décédée, mais dans un contexte très particulier, seulement 1 % de tous les décès peuvent se transformer en donneurs potentiels. Cette rareté amène Transplant Québec à pousser pour que les établissements de santé soient organisés afin de ne pas échapper d'opportunités rarissimes. Le taux de référence pour don d'organes par 100 000 habitants a été de 0 sur la Côte-Nord en 2022 selon les données dévoilées par Transplant Québec en début de semaine dernière.
Ce qui ne veut pas dire qu'il y aurait dû en avoir 10, car on ne sait pas combien il y avait de donneurs potentiels dans la région. Dans la dernière année, on n'a reçu aucun appel de la Côte-Nord pour référer un donneur potentiel d'organes à Transplant Québec. Dans le passé, des études réalisées par l'organisme avaient pourtant démontré qu'il y avait bel et bien des donneurs potentiels sur tout le territoire de la province. Transplant Québec suggère aux établissements d'avoir un comité de dons qui évalue chaque donneur potentiel manqué pour voir où était la faille et comment la façon de fonctionner à l'interne pourrait être modifiée pour éviter de telles situations. Depuis l'automne, tous les établissements, incluant le CIS de la Côte-Nord, sont dotés d'un médecin responsable du don d'organes. Transplant Québec a bon espoir que cette avancée fera améliorer les choses. Toutefois, le CIS Côte-Nord n'a pas de comité dédié comme le souhaiterait l'organisme. Une coordonnatrice de Transplant Québec attitrée à la région est un lien régulier avec le CIS Côte-Nord pour informer des mises à jour d'outils et collaborer à la mise en place de certaines actions. Le CIS souligne aussi promouvoir les campagnes provinciales de don d'organes sur ces différentes plateformes. Contrairement à ce que Tourisme Côte-Nord avait d'abord annoncé, l'été 2022 a été plus achalandé de touristes que l'année 2021, même que la Côte-Nord arrive en tête pour la région la plus performante dans l'est du Québec, excluant Québec. Effectivement, de nouvelles données provenant du ministère du Tourisme démontrent que la Côte-Nord a connu une année record. Les unités d'hébergement disponibles ont augmenté de 2,3 % pour la Manicouagan et de 8,8 % pour Duplessis. Le taux d'occupation a bondi de 3 % si l'on compare avec les chiffres de 2021 et est encore plus élevé que l'été pré-pandémique de 2019, année qui sert aussi de référence pour Tourisme Côte-Nord. La directrice générale, Joanie Francoeur-Côté, explique cette croissance par la force de leur campagne marketing et reconnaît l'efficacité de son équipe. Le regroupement des ATR de Duplessis et de Manicouagan a permis à la nouvelle entité de se doter d'un ADN régional Côte-Nord et beaucoup plus fort, porteur de sens pour la clientèle touristique, selon la directrice de Tourisme Côte-Nord. Même la ministre Caroline Proulx a profité de sa présence sur la Côte-Nord en février pour lancer des fleurs à l'organisation. L'équipe de Tourisme Côte-Nord a été d'une originalité sans borne dans leur campagne pour faire connaître la Côte-Nord, a-t-elle dit. Dans le cadre d'une semaine d'action provinciale pour une justice climatique et sociale du 20 au 24 février, 3 rassemblements auront lieu sur la Côte-Nord le 20 février. La table des groupes populaires, Troc Côte-Nord et le regroupement des femmes de la Côte-Nord s'associent pour inviter les gens à un de leurs événements de mobilisation sur la Côte-Nord. Ces rassemblements, sous forme de tintamarre, s'adressent à l'ensemble de la société civile et ont pour but de revendiquer des mesures concrètes pour faire avancer un projet de société écologique, équitable et inclusif, indique le communiqué de la table des groupes populaires. Les rassemblements se tiendront aux endroits suivants. Le lundi 20 février à Bécomo de 11h à midi, les gens pourront se joindre au regroupement à l'intersection de la route 138 et du boulevard La Salle. À cette île, le rassemblement aura lieu dans le stationnement des Galeries Montagnaises de 11h à midi. Et à Forestville, la mobilisation se passera au Centre des femmes de Forestville au 13 route 138. Il y aura une soupe populaire et la distribution de tracts. Les cyclistes qui désirent relever un défi pourront le faire avec la 7e édition de la randonnée Vélo-Vallée qui se tiendra le 25 juin. La Corporation Véloroute des Baleines et la Vallée des Roseaux ont annoncé le 15 février le retour de cette journée de randonnée et du même coup leur collaboration pour amasser des fonds permettant de maintenir les services dispensés à la maison de soins palliatifs. La Vallée des Roseaux sera d'ailleurs en mesure de débuter son projet de réfection des salles de bain des 7 chambres pour les rendre fonctionnelles et principalement conformes et sécuritaires. La Véloroute des Baleines œuvre quant à elle au bon développement et à la promotion d'un réseau cyclable sécuritaire partout dans la région. Denis Villeneuve, directeur général bénévole de la Corporation Véloroute des Baleines et coordonnateur de la randonnée, indique que l'objectif fixé pour cette année est de 70 000 $. Les 6 premières éditions se sont avérées de francs succès en progression d'une année à l'autre selon M. Villeneuve. Le grand total récolté depuis le début s'élève à 286 000 $. L'édition de 2022 a été une année record. 71 000 ont été récoltés et il y a eu une belle participation avec 92 cyclistes à la randonnée. Cette activité offre un défi de plus de 100 km en une journée en parcourant la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. Encore cette année, les participants pourront associer le nom d'une personne in memoriam à cette journée en portant un bracelet spécial à son nom.
Finalement, l'artiste talentueux Claude Bonneau offre une toile pour un encan qui se terminera la journée du 25 juin. Cette toile a également été reproduite sur le maillot des cyclistes participants. Dans le monde des sports, nouvellement établi à Sacré-Cœur, Éloi Bérubé fera bénéficier l'Association régionale de soccer de son expérience d'arbitrage. Avec l'accomplissement de son stage d'instructeur district, il formera de nouveaux arbitres en terre nord-côtière. Éloi Bérubé sera un des rares instructeurs sur la Côte-Nord. Il y a une responsable de l'arbitrage depuis l'été dernier, mais il n'y a jamais eu d'instructeur dans la région à sa connaissance. Chaque année, Soccer Côte-Nord devait faire venir quelqu'un de Montréal au Québec pour donner la formation. Maintenant, c'est lui qui va la donner, donc moins de voyagement, moins de logistique et un peu plus local. Historiquement, seulement un stage de formation en arbitrage était offert annuellement pour toutes les associations nord-côtières. Le dernier s'est donné à Bécomo. M. Bérubé n'était pas instructeur, mais il savait qu'il n'y en avait pas ici. Il a donc contacté la présidente de l'Association régionale de soccer, Myriam Tremblay, et le responsable de l'équipe de soccer de Sacré-Cœur, Guy Brisson. Les deux l'ont encouragé à aller suivre son cours. Son stage sera finalisé prochainement et le nouveau résident de la Côte-Nord depuis décembre pourra mettre la main à la pâte dans la prochaine année de saison de soccer. Éloi Bérubé, qui est originaire de la banlieue de Montréal, est un passionné du ballon rond. Il a commencé à pratiquer ce sport du haut de ses 4 ans, et ce jusqu'à 19 ans. Mais à 13 ans, il a décidé de passer de l'autre côté du terrain, sifflet au cou, malgré son jeune âge. Au fil des années, il s'est accompli à travers cette profession pour finalement arbitrer des matchs universitaires de la Première Ligue de soccer du Québec et de la Ligue majeure de soccer, tant du côté masculin que féminin. Les fondeurs sont conviés en grand nombre à la 19e édition du Boréal Lopette qui se tiendra le 11 mars à Forestville. Le souper de clôture de l'événement fera son grand retour après 2 années d'annulation, pandémie oblige. On peut donc dire que la compétition de ski de fond revient à sa formule habituelle avant que la COVID-19 vienne chambouler son déroulement en 2021 et 2022. Avec les normes sanitaires, il est impossible de tenir le souper qui sert à remercier les bénévoles et les participants. Cette année, il aura bien lieu au restaurant Le Danube Bleu. C'est donc une boucle de 12 km de ski de fond qui a été préparée par les organisateurs derrière l'hôtel Econolodge. Les compétiteurs pourront s'inscrire dans des parcours de 7 km, 10 km, 12, 24, 36 et 48 km en style classique ou libre. Pour les plus jeunes ou les débutants, il sera possible de skier sur 3,4 ou 1,7 km. La course à pied est aussi de retour sur des distances de 1 ou 4 km pour les 14 ans et moins. Quant au vélo à pneus surbonditionnés, fat bike, des parcours de 12 et 24 km sont offerts aux intéressés. Finalement, la formule duathlon individuel ou en équipe sera de la partie. Celle-ci comprend 16 km de ski de fond style libre et 12 km de fat bike. Notons que les participants déjà inscrits dans l'une des courses au programme pourront participer gratuitement à celle du 1,7 km coloré. Ceux qui n'aiment pas l'aspect compétitif auront l'opportunité d'effectuer des parcours de type randonnée qui ne seront pas chronométrés. L'inscription peut se faire en ligne sur le site Eventbrite et il est aussi possible de s'inscrire en personne le vendredi soir 10 mars au Danube Bleu et le samedi matin jusqu'à 30 minutes avant l'activité choisie. Après le 25 février, la période de prévente sera terminée. Les frais d'inscription seront donc majorés. Le comité organisateur souhaite voir le nombre de participants augmenter pour la 19e édition. Au cours des dernières années, les compétiteurs étaient présents en moins grand nombre, le pic ayant déjà atteint 250 personnes dans les meilleures années de l'événement. L'an dernier, 90 inscriptions avaient été reçues. On vise plus de participation en 2023, affirme le président Éric Maltais, précisant que les conditions de piste sont superbes cette année. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.